3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sandra Serva est à nos côtés, directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports en Part. Bonsoir Sandra. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Pierre-Alexis Dumont à nos côtés. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion actions et convertible de Groupama Asset Management, et Étienne Gorgeon avec nous également en plateau. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sansot IS. Je commence avec vous, le gérant obligataire Étienne, pour savoir un peu ce que vous inspire le thème de la pause de la part de la Réserve fédérale américaine qui ouvre potentiellement une nouvelle séquence. La pause, c'est bien, parce que ça met fin à une séquence de hausse de taux foudroyante de 500 points de base en un peu moins de 14 mois, ce qui restera une séquence historique de ce point de vue-là. La pause, c'est aussi inquiétant parce que c'est une attitude qui intervient à un moment où on peut commencer à s'inquiéter de la progression économique aux États-Unis et des craquements financiers en série qu'on continue d'observer dans le segment des banques régionales aux États-Unis. Il y a plein de choses là, Grégoire. Si on commence par la pause, j'ai envie de dire que si l'histoire est un bon guide, on y est presque en réalité. C'est-à-dire que historiquement, normalement, les taux directeurs vont légèrement au-delà de l'inflation cœur. Alors là, ça va se jouer à pas grand-chose, puisqu'on est à 5,25 sur les taux directeurs, on est à 5,5, j'arrondis sur l'inflation cœur. Mais historiquement, on va un peu au-delà. Donc on serait censé, si l'histoire encore une fois est un bon guide, aller plutôt vers les 6. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Réserve fédérale a dit pause, mais pas baisse de taux. Or, dans le marché, à partir de juillet, il y a une baisse de taux. Pourquoi ? Parce que, historiquement, le marché obligataire, en fait, anticipe probablement une récession. Et il le fait parce que, historiquement, c'est ce qui se passe. Sur les 13 derniers cycles haussiers, il y en a 10 qui ont conduit des récessions. Je rappellerai que, si vous regardez les cycles haussiers qui ont conduit une récession, entre la dernière hausse de taux et la première coupe, se passe 4 mois. Ça va très vite. Ouais. Donc là, ça se passe vraiment très vite pour le marché. C'est qu'il se passerait 3 mois à peine, puisque ça serait à partir de juillet-août. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces baisses de taux ou dans ces anticipations, il y a effectivement plusieurs choses. Des craintes d'inflation qui ne se matérialisent pas, en tout cas qu'on ne trouve pas dans le marché du crédit, qu'on ne trouve pas dans le marché actions, qu'on ne trouve pas dans la plupart des actifs risqués. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, il y a le risque et ces faillites bancaires qu'on retrouve, lui, pour le coup, dans cette baisse de taux. Qui semble jouer un rôle quand même dans la pause édictée, ou en tout cas la quasi-pause signalée par la Fed. Grégoire Sluice. Mais oui, bien sûr, c'est le quart d'heure warolien de l'enquête réalisée auprès des senior loan officers aux États-Unis. Personne n'avait jamais entendu parler de cette enquête, on ne parle plus que de ça. Alors, on ne parle plus que de ça, c'est le terme à la mode, enfin l'acronyme à la mode, et c'est vrai que, alors sur la partie crédit, on regardait ça historiquement, puisque c'était un indicateur avancé des défauts qui allaient arriver. Là, ce qui est assez intéressant, c'est effectivement les banques, notamment aux États-Unis, sont en train de réduire fortement la production de crédit. La Réserve fédérale met un accent particulier sur cet indicateur qui, est vrai, est très souvent un bon indicateur d'une récession future. Ce qui est assez intéressant également, c'est que pour la première fois, on n'a pas une concomitance entre le marché du crédit et le fait que le système bancaire américain souffre. D'habitude, les spreads commencent à s'écarter et on a une restriction monétaire des deux côtés. Et je pense qu'on n'a pas ça sur les marchés en ce moment, pas que du crédit, mais également les marchés actions, simplement parce qu'en fait, on pensait qu'on était en quantitative tightening, on pensait qu'on était en réduction de liquidités, mais depuis le début de l'année, on est en réalité en quantitative easing. La Réserve fédérale a rajouté des liquidités pour stabiliser le système bancaire. La Banque du Japon l'a fait également, la PBOC chinoise l'a fait. Enfin bref, il y a une concomitance d'actions des banques centrales qui, à mon avis, explique cette dichotomie. Et l'enjeu dans les prochaines semaines, c'est il y en a plusieurs, c'est est-ce que le marché, donc marché action, le marché du crédit vont rejoindre ce que disent ces indicateurs de contraction des envies de prêter au niveau des banques. Est-ce qu'on va commencer à voir la courbe des taux varier énormément quand le 2-10 ans commence à gigoter, si vous me permettez l'expression, c'est indicateur d'une forte pontification qui veut souvent dire que c'est la fin de partie, on passe à la récession et on passe à un autre environnement. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas encore et qui vont se dérouler devant nos yeux. Au passage, sur cet indicateur de liquidité des banques centrales, là, on est en train de repasser en dessous du zéro.
Donc tout devrait se passer dans les prochains mois avec peut-être un bon gros sell in May ou pas. Vous savez, vous spoilez déjà la fin. Sandra, alors je vous laisse la parole sur ce thème de la pause. Non, mais on voit bien le marché est un peu entre deux eaux, effectivement, parce que, encore une fois, on va parler peut-être des résultats d'entreprise, mais bon, les résultats, les niveaux de marge, en tout cas, sont encore solides. Il y a encore un flux de rachat d'actions sur les marchés actions. Enfin, il y a aussi plein de raisons de ne pas quitter complètement le voyage tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Oui. Alors, la pause, la dernière hausse puis pause, bon, c'était globalement attendu par le marché. Il n'y avait pas trop de suspense. On va passer la batterie de chiffres sur le CPI, les taux Fed Fund versus l'inflation & C'était globalement attendu. Moi, là où j'ai été un petit peu surprise, c'est plus sur le ton de Powell. Alors, je ne sais pas si c'est ma sensibilité propre ou pas, mais ce scénario le plus probable, selon lui, étant justement d'arriver à vaincre l'inflation sans entraîner de récession ou de récession forte aux États-Unis. J'ai envie d'y croire, en tout cas, je vais lui laisser le bénéfice du doute. En revanche, c'est vrai que le contexte est assez compliqué, particulier pour l'économie. On en parlera peut-être, plafond de la dette. Moi, je pars du principe que ce sera fait, mais il y aura certainement de la réduction budgétaire. Quand on essaie d'éviter une récession, ça peut potentiellement avoir un impact sur l'économie réelle. Et puis, effectivement, toute la partie stress bancaire. Powell était le premier à dire qu'effectivement, SVB & Co. avait entraîné indirectement une sorte de hausse de taux de 25-50 BP. Ouais. À côté de ça, on a effectivement les conditions de crédit qui se durcissent. Ça a été publié lundi, 46% des banques durcissent leurs conditions de crédit. Elles ont l'intention de le faire, de le poursuivre en 2023 et en 2024. Et puis surtout, on a la demande qui baisse également, ménages et entreprises. Donc, c'est pas forcément un élément non, c'est favorable. pas rosy, oui, non. Ça c'est... Mais malgré tout, il avait déjà de toute façon cette survey, c'est sûr et certain. Malgré tout, il reste plutôt optimiste. Après, pour la partie equity, il y a deux choses. Le moteur du marché action, on en parlera certainement après, ça reste encore une fois le juge de paix, sont les résultats. Pour l'instant, ils sont bons, voire très bons. Et puis à côté de ça, quand on regarde aussi un petit peu, cette pause dans une politique monétaire, généralement, c'est plutôt favorable, en tout cas à court terme sur les marchés. Ils sont flat ou légèrement haussiers. Et c'est plutôt quand on va aller, en tout cas en première intention, dans une baisse de taux, qu'on a une jambe de baisse. Là aussi, si demain ou fin d'année, on a effectivement une baisse de taux, c'est qu'il y a eu potentiellement un pépin bancaire ou au niveau économique. Ouais. Donc voilà, là c'est un peu... on est dans une situation un petit peu entre deux chaises. On attend de voir. On va être comme Powell, on va attendre les chiffres. Mais vous êtes aussi d'avis, parce que ça fait un moment, enfin, on attend les chiffres tout le temps, en fait. On attend tout le temps les chiffres, tout le temps. C'est le problème de la dépendance aux données. On passe notre vie à attendre les chiffres. Mais vous êtes d'accord avec l'idée que, oui, dans quelques semaines ou une paire de mois, on sera peut-être un peu mieux fixé sur le scénario, la vitesse de ralentissement de l'économie américaine post-SVB, etc. Ça permettra d'éclaircir un peu les scénarios, peut-être, qu'on est obligé de garder sur la table aujourd'hui. Il y a encore un mois ou un mois et demi de ça, tout le monde avait enlevé de son vocabulaire le mot récession et aujourd'hui ça revient et il y a de grandes chances, une probabilité pour qu'on ait une récession petite, mineure certainement, mais récession aussi parce qu'on le voit et on en parlera peut-être dans les résultats des entreprises, mais on commence à voir quelques petites fragilités. Non, mais c'est un bon point. Moi aussi, j'ai été marqué par Jérôme Powell, mais il le dit avec une forme d'humilité, à l'encontre de ce que projette le humble et agile, à l'encontre de ce que projette le staff des économistes de la Fed. Il s'engage personnellement sur l'idée qu'il y a une probabilité peut-être encore un peu supérieure que les États-Unis puissent éviter une récession ou un downturn un peu sévère. Dans les prochains mois ou les prochains trimestres. C'est pas anodin quand même, c'est le patron de la Fed. Il sait ce qu'il dit quand il dit ça. Non, mais il sait ce qu'il dit, et deux, il est crédible, parce que si on regarde un certain nombre d'actifs risqués, c'est en effet les actifs risqués semblent le croire. Donc, parce que, en toute honnêteté, c'est vrai qu'on est, si on prend un peu de recul, en termes de rendement de risque sur les actifs risqués, bon, on est sur ce qu'on peut considérer comme un contexte un peu asymétrique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout se passe bien pour que finalement on arrive à maintenir ces niveaux de valorisation. Si le contexte récessif est rien qu'un peu plus fort que prévu, on aura sans doute à un moment ou un autre
un petit coup de grisou. Un petit coup de grisou, notamment sur la partie résultat, puisque comme on le voit, hein, c'est vrai que les résultats sont bons, mais il y a un point qu'il faut noter, hein, c'est que les réactions face à ces résultats sont extrêmement mitigées, notamment sur toutes les sociétés qui font leurs chiffres grâce à l'effet prix, pas à l'effet volume. Et donc ça, si vous avez ça, en général, vous avez beau dire j'ai fait des très bons résultats, si 100% de vos... Le marché extrapole pas pas du tout. Voilà. C'est ça. Et donc il y a quand même... Le marché prend pas pour acquis le pricing power Covid qu'on a découvert, toute industrie confondue. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir que la récession existe un peu et qu'on est en train de dire on va quand même un petit peu la valoriser et on va mettre un peu d'incertitude sur cette récession. Donc toutes les sociétés qui tiennent grâce à l'effet prix avec des volumes qui sont en contraction, voire en forte contraction, voilà, on considère qu'en effet tout ceci n'est pas durable, et qu'à un moment ou un autre, on aura le fameux effet ciseau qu'on attend tous depuis 12 mois hein, sur les entreprises, qui n'arrive pas, hein, c'est-à-dire contraction des marges liée à une chute des volumes et au phénomène inflationniste. Donc voilà, c'est vrai. Sauf que face à ça, Pierre-Alexis, on en discute beaucoup, mais face à ça, il y a quand même des salaires qui arrivent à un niveau de rattrapage conséquent, un peu décalé, un peu en retard par rapport au pic d'inflation, mais le rattrapage des salaires, il continue de s'effectuer aujourd'hui. Alors oui, c'est une pression sur la marge des entreprises, mais en termes de demande, c'est quand même aussi un bol d'air avec des prix de l'énergie qui ont beaucoup baissé. On resolvabilise quand même une partie de la demande avec des effets salaires et des effets taux qui sont plus bénéfiques. Oui, non, mais comme le disait Étienne, de toute façon, quand on regarde un peu toutes les anticipations de chacun des actifs, ça ne recolle pas. C'est-à-dire qu'à un moment, les actions considèrent que la récession sera extrêmement faible, voire technique. Qu'on peut l'enjamber. Et qu'on peut l'enjamber avec over the valley, voilà, très, très facilement. La partie obligataire est quand même assez... Si vous regardez les anticipations de baisse de taux, ça veut dire que quand même, il y a une récession derrière. Hein. Vous vous amusez pas à baisser les taux aussi rapidement s'il n'y a pas un pépin. S'il n'y a pas un pépin, si la conjoncture tient. Donc on est en effet dans un espèce de no man's land un peu complexe où vous n'arrivez pas à réconcilier toutes les anticipations des... Voilà, le bottom-up et le top-down bouclent pas souvent. Hein. On est au niveau top-down, en tout cas nous, nos économies sont assez noires hein, sur la partie économie. Nous, au niveau bottom-up, quand vous écoutez les entreprises, voilà, force est de le constater que pour l'instant, ils disent non, les niveaux de demande restent relativement soutenus. Donc nous, ça nous permet de tenir nos prix. Et voilà, on perd un peu en volume, mais avec l'effet inflationniste, on compense largement en termes de résultats. Donc, et c'est vrai que on attend tous d'avoir ce petit supplément de visibilité qui va nous permettre à un moment de réconcilier. Et ça, si à un moment, on le sait, il va avoir un peu un moment de vérité où on va savoir quels sont les actifs qui ont raison. Et sans doute beaucoup plus de volatilité à attendre. Donc en tout cas, nous, dans nos portefeuilles, on se prépare à des moments un petit peu plus difficiles de ce point de vue-là. On a déjà, c'est vrai, beaucoup de volatilité, hein, puisque on le dit assez souvent, c'est vrai que la hausse, elle est quand même ultra concentrée aux États-Unis, un peu moins concentrée en Europe, mais reste un phénomène de méga cap, hein, principalement quand vous êtes dans le... J'ai des en small cap dans mon équipe, ils sont pas dans le monde. Il y a le S&P 5 et le S&P 495. Quoi. Voilà, donc eux, ils sont au marché baissier depuis un certain temps. Voilà. Les small cap. Voilà, donc et c'est vrai que ce qu'on n'a pas, c'est que c'est l'effet concomitant où tous les segments économiques ont tendance à perdre, voilà, en phénomène récessif classique où vous perdez à un moment du pricing power, des volumes et autres. Là, il y a certains segments qui se comportent très mal, mais d'autres qui se comportent bien. Et au final, via l'effet indice, ça tient très bien. On est un peu into cinéaire, voilà, si je voulais dire. Voilà, et voilà. Après, moi, force est de constater que nous, on avait des visions prudentes et pour l'instant, on s'est trompé et que les sociétés, notamment, affichent une résilience qui est exceptionnelle. C'est ça qui est compliqué. C'est que la prudence est plus que légitime et en même temps, pour l'instant, le marché va là où ça fait mal. Enfin, en tout cas, reste à des niveaux avec un S&P toujours entre
pas loin des 4200 points. Sandra, sur les résultats d'entreprise, qu'est-ce qui vous intéresse sur la demande finale, notamment, qu'est-ce qu'on peut retenir des résultats? Alors oui, les résultats sont bons par rapport aux attentes, mais les attentes, ça fait 6-9 mois qu'elles sont révisées fortement à la baisse. Oui, quand même, on rentrait dans le trimestre. Ça commence à s'arrêter quand même. C'est ça. Alors voilà, mais, sortie du trimestre. Exactement. Quand les révisions baissières s'arrêtent. Exactement. On a il faut quand même souligner des résultats qui ont surpris positivement pour quasiment tous les secteurs. On a 3 secteurs, et que ce soit aux US ou aux États-Unis ou en Europe, il y a 3 secteurs globalement qui se démarquent le plus. Ça reste l'industrie, conso discrétionnaire et les financières. On est sur des surprises à plus de 70% sur les EPS. Effectivement, on partait de loin pour certains secteurs, mais quand même, il faut le souligner. C'est un acquis qu'on de la néglige même manière. On voit aujourd'hui Crédit Agricole. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est aussi qu'on n'en a pas parlé, mais ABN AMRO, qui publie, c'était quand même pas mal. Elle ouvre à plus 5, elle finit, je ne sais pas, en partant, elle est à moins 2. Donc voilà, c'est aussi une certaine asymétrie dans la réaction de marché. Effectivement, la sanction négative est plus importante en valeur absolue que la sanction positive. Aux États-Unis, les 4400 et quelques banques ont quasiment publié. Sur les 4000 et quelques, il n'y a que 5% de banques qui affichent des pertes au premier trimestre. Donc dans l'autre sens, 95% sont profitables, avec des résultats qui, au premier trimestre 2023, sont en hausse de 30%. Là aussi, c'est quand même assez significatif. Alors, effectivement, il y a tout ce stress autour, mais elles sont quand même, en tout cas, profitables encore au premier trimestre. Je regardais un petit peu les grands messages, essayer de me faire... il n'y a que 60-70% des entreprises qui ont publié, mais un petit peu les grands messages communs, que ce soit entreprises européennes ou américaines. Déjà au niveau des mix géographiques, on se rend compte que la zone euro, en termes de volume de consommation, tient bien. On commence à voir aux US une normalisation, et la Chine, c'est mixte. La partie conso, effectivement, elle est booming, il n'y a pas de suspense. Toute la partie industrielle, alors il y a l'effet de base, sur la conso, on partait de pratiquement zéro l'année depuis 3 ans. L'industrie, ça revient, mais ça revient doucement. Bon exemple, Schneider Electric, sur le premier trimestre. La Chine, c'est balbutiant, légèrement haussier, et en revanche, le mois d'avril, a priori, d'après le management, il cartonne. Donc on a déjà ça. Effectivement, comme ce qui a été dit, la croissance, pour l'instant, est effectivement tirée par du prix. Les volumes sont flat, légèrement baissiers aussi, c'est l'épaisseur du trait. On ne parle plus du tout de hausse de prix à venir. Ça y est, c'est plus forcément d'actualité. On ne parle plus non plus de problème de chaîne d'approvisionnement. Donc là aussi, le problème a l'air d'être plutôt réglé. Et puis les marges, puisqu'effectivement, c'était le grand sujet, c'est le carburant des marchés actions, de toute manière. Révision des BPA, tirée essentiellement par les marges. Mais elles se tiennent. Elles se tiennent aussi en Europe. Et aux US, on a une légère normalisation, mais on reste au-delà des moyennes historiques. Donc pour l'instant, encore une fois, elles tiennent. Et la question... La dernière fois qu'on s'était vu sur ce plateau, c'était de se dire, est-ce que les marges et la profitabilité des entreprises est pérenne à partir du moment aujourd'hui où on ne pourra plus augmenter les prix? Il y a d'autres façons de le faire. Alors bien évidemment, augmenter les prix, c'est rapide, on le voit tout de suite dans les chiffres, il n'y a pas de sujet. Mais il y a d'autres choses. On prend quelques exemples. Il y a la stratégie de volume, gain de part de marché, / économie d'échelle. On prend le match L'Oréal et Estée Lauder. Ça fait 1 an que L'Oréal grignote des parts de marché à Estée Lauder. Et la marge s'en tire plutôt bien. On a la partie mix produit. Très bon exemple, vous en avez beaucoup parlé, notamment le secteur auto. Donc, il y a eu une opportunité avec cette offre qui était insuffisante. Aujourd'hui, on a des secteurs, notamment des entreprises, Mercedes pour ne pas la citer, qui va rester sur le segment premium plus. Mercedes ou Ferrari versus Stellantis. Voilà, le parcours ni boursier ni opérationnel n'est le même. Et puis après, il y a d'autres ovnis un peu extraterrestres. Je vais prendre le cas de Walmart. Ça fait 6-8 mois qu'on commence à avoir des pressions baissières dans le secteur de l'agro. Le premier à tirer, ça a été eux, en se disant on va commencer à baisser les prix pour gagner des parts de marché. Et ils ont emboîté le pas. Il y a à peu près un mois, ils ont annoncé un énorme plan. On l'a vu dans les cours d'SES, puisque finalement ce contrat a été signé, mais c'est à objectif 2026, 65% des magasins seront automatisés. Alors il va y avoir certes un peu de licenciement, meilleure gestion des stocks, ils ferment les magasins rentables. Et les marges retiennent, alors que les marges dans le secteur de l'agro, ce n'est pas les plus importantes. Donc il y a d'autres façons de le faire. Ce sera certainement plus lent, mais je ne suis pas certaine que toutes les entreprises aient des marges à risque.
Non, mais Faudra très être intéressant. sélectif. Je reviens avec vous, Étienne, quand même sur le sujet du stress bancaire. Donc, le SLOOS qui nous indique effectivement le Credit Impulse. Enfin, tous ces éléments d'ailleurs étaient en place avant le choc SVB et n'ont fait que s'accroître depuis le choc SVB. Ma question, c'est, on constate bien qu'on est quand même dans un schéma de défaillance en série. Alors, ça va très vite. Il y a une défaillance et une résolution quasiment de manière concomitante. La Fed, les autorités de régulation sont très actives et très rapides sur ces différents cas. Néanmoins, se pose la question de la série, des réactions en chaîne. Et est-ce que ça peut rester gérable, contrôlé? Est-ce que ça reste US spécifique? Et à quoi on pense quand on se dit qu'à un moment, il faudra peut-être un coup-de-circuit un peu global pour arrêter le phénomène de domino? Alors, 2 ou 3 sujets. Premièrement, autour de cette table, on avait déjà débattu ensemble sur est-ce que la Réserve fédérale, mais la BCE également, vont pas se retrouver un moment à gérer entre stabilité financière et gestion de l'inflation. Moi, j'ai toujours pensé qu'à un moment, ils devraient lâcher sur un des deux, et si un des deux devait lâcher, je pense que c'est plutôt sur l'inflation qui lâcherait, notamment si elle devait passer en dessous des 5, ce qui n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, il y aurait un niveau où la stabilité financière a plus de valeur que probablement des risques inflationnistes. Encore une fois, j'insiste sur le niveau. Après, l'autre question, c'est est-ce que c'est grave, docteur? Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez impressionnant. Encore une fois, il y a des chiffres qui sont assez faciles. Si on regarde la masse d'actifs bancaires en faillite en rapport du PIB, avec 3 banques, on fait 2,5% de PIB. En 2008, on fait exactement le même chiffre, 2,5% de PIB avec 500 banques. Et dans les années 92, on fait exactement le même chiffre avec 2000 banques. C'est pas un petit chiffre, non ? C'est un gros sujet. L'autre question l'autre observation, c'est qu'on peut observer qu'on a des craquements des deux côtés de l'Atlantique. Il y a pas si longtemps que ça, c'était le mois de septembre de l'année dernière, c'était le système de fonds de pension anglais qui est parti quasiment, qui a failli partir en fumée s'il n'y avait pas eu un sauvetage de la BEE qui a été extrêmement bien géré à la fois en termes d'ampleur et de timing. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on est dans cette, on est dans cette phase où les politiques monétaires sont assez restrictives pour générer des accidents, mais pas encore assez restrictives pour juguler l'inflation. C'est ça. C'est ce que nous disait Powell à la veille de SVB. Il faudra qu'on aille à 6 si on veut juguler l'inflation. Voilà. Pas de bol, il y a la case stabilité financière à gérer. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, la Fed comme finalement les banques centrales européennes, la BE ou la BCE, ont un peu de chance. C'est-à-dire, une des questions que moi je me posais, c'est qu'est-ce qui serait passé si on avait exactement ce problème de faillite en série à un moment où en plus on serait en crise financière. C'est-à-dire en plus si les marchés financiers généraient des pertes. Parce que là, vous avez des banques qui ne perdraient pas simplement de l'argent sur la valorisation à la baisse des emprunts d'État qui sont censés être très sûrs, qui sont très sûrs, pardon. Il y a le plafond de la dette. Bien sûr, c'est très sûr. En plus, vous auriez des pertes liées à la baisse des marchés. Donc, ces sujets-là vont probablement continuer à tourner. Moi, mon sujet, c'est qu'on est dans des cycles depuis 30-40 ans de 5 phases. Première phase, expansion budgétaire et monétaire. Deuxième phase, remontée de l'inflation, montée des marchés, remontée de l'inflation. Troisième phase, on gère les politiques monétaires, donc remontée des taux. Quatrième phase, accident. Il manque la cinquième. Et la cinquième, c'est récession ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on va savoir. Et ça va être un vrai sujet pour la Fed. Je pense que la Fed aura 2 sujets importants à traiter. Le premier, c'est stabilité financière et inflation. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elle peut faire un vrai pivot ? Imaginons qu'il y a un problème de crise financière majeure. Est-ce qu'elle peut faire un pivot avec un niveau de l'emploi si serré ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si le choc économique est trop rapide, avec une inflation qui est encore collée à 5% et un taux de chômage à 3, 4 ou 3,5, c'est compliqué pour la Fed d'intervenir. Et donc c'est vrai que quand on réconcilie tout ça, nous sur le marché du crédit, on trouve qu'on peut faire des choses. En plus, il y a des choses intéressantes à faire, mais on n'est pas. On cherche l'endroit où on peut générer le plus de rendement en prenant le moins de risques possible. On en est vraiment là. Oui, bien sûr. Oui, il y a un risque de spread quand même aujourd'hui dans ce marché du crédit. Je trouve que le crédit, notamment en Europe, mais c'est également vrai aux États-Unis, le risque crédit est très mal rémunéré. Votre surcroît de rendement pour votre extension de risque est totalement démultiplié. Pour faire très simple, vous allez avoir du 5 à 1 an et vous allez avoir à rating équivalent, à qualité équivalente, vous allez avoir du 5 à 1 an et vous allez avoir à 4 ans, vous allez avoir du 5,5-6. Bon.
Le jeu en vaut pas la chandelle, je trouve. Ouais, j'entends. Bon, sur cette séquence, encore une fois, comment on gère ça dans les portefeuilles? Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas qu'un scénario sur la table, il n'y en a pas que deux, il y en a même peut-être plusieurs, justement. Pierre-Alexis, vous le disiez tout à l'heure, toutes les classes d'actifs n'envoient pas les mêmes signaux. Il y a quand même encore des forces de soutien en présence. On ne l'a pas évoqué, mais les rachats d'actions aux États-Unis, on est encore sur un rythme annuel de proche de 1000 milliards. On peut dire que des instituts ont sorti 100 milliards d'euros des actions américaines, mais en face de ça, il y a Apple, c'est 90 milliards, et l'ensemble des corporates américains vont racheter 900 000 milliards peut-être cette année d'actions américaines. Alors sur la partie rachat d'actions, clairement, c'est reparti à la hausse depuis 2023. On n'est plus à 1000 milliards, on est à 1200. Voire annualisé là sur 2023 on devrait avoir atteint 1300. Et en Europe, on était à 350. On flirtera sans doute avec 350, alors que historiquement, c'est plutôt 100. Donc, et c'est vrai que c'est un autre thème sur la partie publication, c'est l'axe très fort mis sur tout ce qui est retour à l'actionnaire. Alors, c'est vrai que c'est très concentré sur certains secteurs, certains types de valeurs, donc des valeurs très matures, un méga cap très mature avec des gros cash flows. Voilà, là. Et ça, c'est une protection, ça? On a envie de s'abriter derrière ces entreprises On parlait du crédit, c'est vrai que c'est et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que la prime de risque crédit-action, elle est pas très attractive vis-à-vis des actions. C'est en termes de flux, vous avez vraiment une différence qui est colossale entre les flux actions. Et les flux taux. Les flux taux, normalement, on devrait avoir un quantitative tightening, alors il prend un peu de temps. Hein. C'est bumpy. C'est bumpy. Et par contre, sur les actions, tous les ans, en plus, on n'a pas de primaire, hein, donc tous les ans, vous avez le nombre de titres en circulation qui ne fait que baisser. Donc, toutes choses égales par ailleurs, vous avez un effet bouchon qui fait que ça monte. Hein. Voilà, vous avez. C'est clair. Et ça, il y a moins de papier en circulation. Voilà, donc ça, c'est un point clé qu'il faut avoir en tête et qui nous fait penser que si on n'a pas des points de rupture, parce que les actions, ça fonctionne, c'est d'ailleurs pareil pour le crédit, en point de rupture. C'est-à-dire que jusque-là, tout va bien, et puis à un moment, il y a une rupture, vous pouvez avoir un choc externe, le plafond de la dette peut en être un, par exemple, qui fera que, contexte récessif, mais bon, là, la récession, elle va être plus forte que prévu, et là, tout d'un coup, ça décroche. Et et c'est vrai que, on a un certain nombre d'indicateurs qui font penser que c'est un risque qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Une hausse très concentrée, des indicateurs qui sont un peu dans tous les sens, des anticipations de marché qui sont un peu divergentes. Tout ça, en général, peut créer des volatilités importantes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de se préparer pour des moments plus difficiles. Voilà. Mais on veut rester un peu diversifié. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que le cash, dans des mondes inflationnistes, ça coûte cher. Voilà. Et donc, on ne peut pas... si on reste dans un monde inflationniste, avoir du cash, il ne faut pas avoir de cash. Il faut être investi. Voilà, il y a du cash rémunéré aujourd'hui. Oui, mais il est rémunéré faiblement par rapport à l'inflation. Donc, il y a un moment ou un autre, les positions d'attentisme, quand vous êtes dans des mondes de déflation, vous avez du cash. Là, il se dévalorise en général. Et donc, je pense que c'est ça à garder en tête. Donc, nous, on va dire, on se prépare en effet à des moments plus difficiles, mais on reste sur des volontés de diversification. Alors, comment on se diversifie? Tout comme on agit sur les marges de façon différente, on peut diversifier de plein de façons sur les actions. Bon, la partie sectorielle, évidemment, mais ça, c'est classique. On peut diffuser à l'intérieur des secteurs. On voit quand même, dans certains secteurs, des vraies divergences de performance opérationnelle. Sandra le citait tout à l'heure, mais L'Oréal, Estée Lauder, moi je ne suis pas les Estée Lauder, je suis L'Oréal, mais ça a perdu quoi, 20% Estée Lauder sur la publication? Enfin, je veux dire, quand on écoutait le message de baisse de guidance, quand même. Mais on écoutait le message de L'Oréal, c'est quand même presque un duopole, quoi, aujourd'hui. Depuis 6-8 mois, en suivant bien L'Oréal, elle gagnait des parts de marché, notamment. Et donc on pouvait se dire que Estée Lauder, dans le même secteur, était... Mais vous avez le luxe, alors personne parce que nous on a le luxe français.
mais Nous, dans le luxe italien, il n'y a pas que il n'y a pas que des grands succès. Vous avez Brunello Cucinelli qui se débrouille très bien, mais à l'inverse, Ferragamo et d'autres marques sont en souffrance. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate quand même, c'est que vous avez un retour de l'effet taille, notamment via la diversification des zones, via la façon de pouvoir arbitrer votre demande plus facilement, qui est quand même très significatif et qui va rester très significatif tant qu'on restera un peu dans ce no man's land où on a un contexte récessif sans trop l'avoir, un durcissement des conditions. Donc voilà, on essaie de se protéger comme ça. On essaie de se protéger aussi via des sociétés qui ont tendance à racheter des titres. Donc ça vous apporte un peu de visibilité. Mais c'est vrai que, comme on le disait, voilà, on a un peu de mal à acheter de la duration sur des actions parce qu'on manque de visibilité. Donc on va avoir tendance à avoir des sociétés qui protègent sur ça, ou des sociétés à l'inverse qui sont dans des phénomènes un peu de restructuration, qui ont des dynamiques propres qui pourraient faire que c'est une situation spéciale, une situation un peu spéciale. Voilà, c'est évident. Mais voilà, mais toujours en gardant cette volonté de diversification. Et après, on peut aussi diversifier géographiquement. Les émergents nous semblent potentiellement une idée. Voilà, c'est des choses diversification. Comme ça. Ah oui, parce que vous avez des différences hors Chine ou les émergents avec la Chine. Je pense que des émergents avec la Chine. De toute façon, c'est quand même un déterminant principe essentiel. C'est-à-dire que vous avez des divergences de contexte financier et de contexte économique, voilà, qui sont intéressants et c'est un facteur de diversification. Vous pouvez aussi avoir le Japon en diversification, qui est intéressant. Ouais. Sandra, sur la stratégie globale pour le compte des clients, puis moi je veux bien qu'on redise un mot de la demande, parce que je trouve que les exemples sont frappants aussi sur cette hyperpolarisation de la demande. Alors c'est des phénomènes qu'on connaissait, mais là on voit combien d'enseignes textiles ou de marques, alors qu'on a connu parfois étant plus jeune, mais qui se font balayer parce qu'elles sont dans un positionnement qui est un no man's land, quoi. C'est-à-dire c'est pas low cost, c'est pas high-end, c'est pas haut de gamme, c'est entre deux. Les consommateurs s'y retrouvent plus du tout, et à l'inverse, on a une demande pour du haut de gamme qui va bien au-delà des produits de luxe habituels, que ce soit des sacs à main ou des montres, etc. Le purchase. Oui, mais je disais, dans l'industrie aérienne, les patrons des grandes compagnies, Ben Smith chez Air France, chez Lufthansa, chez le Delta Airlines, ils n'en croient pas leurs yeux. La reprise du trafic first business est plus rapide, plus intense que la reprise du trafic normal. Mais enfin, c'est le monde à l'envers pour eux. Et ils sont en train de se demander s'il n'y a pas quelque chose de structurel. C'est-à-dire que, alors que toutes les années précédentes, on était tiré par le low cost, on enlevait des sièges business first dans tous les avions au fur et à mesure, il n'y avait plus que 2 rangées. Maintenant, ils sont en train de se dire, mince, il faut en remettre. Parce que là, c'est un segment qui va peut-être rester. Oui, complètement. Je trouve ça hallucinant. Je ne sais pas si la dynamique va se poursuivre. En tout cas, moi, ça me conforte dans nos choix qu'on fait sur justement ces entreprises qui ont pris une stratégie de produits premium. Mais on sent que dans des boîtes comme ça, c'est des virages stratégiques qu'ils n'avaient absolument pas anticipés il y a quelques années. Quand les volumes commencent à être à risque, on se pose la question de comment justement aussi maintenir ses marges. Donc effectivement, ça va en tout cas dans ce sens-là. Si je reviens juste au portefeuille, je m'inscris complètement avec les propos précédents. Je pense qu'on doit avoir les mêmes portefeuilles. A priori, on est investi tout pareil. Ça, si tout le monde a les mêmes portefeuilles, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Alors bon, il y a peut-être quelques différences. Croisons les doigts. Non, mais effectivement, on n'est pas dans l'adage du sell in May, go away. Oui, on est plutôt prudent, mais on reste investi. Encore une fois, la diversification, portefeuille équilibré, voilà, pas forcément de trop gros paris sectoriels, de paris, même en termes de facteurs, même en termes de taille. Ce qui est paradoxal, c'est que les marchés montent, mais c'est 10-15 valeurs effectivement qui tirent le marché, et c'est les ultra big cap. Donc, effectivement, pour nous, les small et mid cap, ça reste nos bébés, notre cœur de business. Mais en revanche, voilà, on n'est pas forcément. Enfin, le timing actuellement n'est pas le meilleur. Quand on regarde en termes de participation, on screen à peu près 2000 valeurs, 1500 européennes, 500 américaines. Et quand on regarde la participation, donc les valeurs qui sont en tendance haussière, on doit être allé sur les small et mid. Et encore, j'ai pris une fourchette assez grosse sur les mid. On doit être à 20-25% de participation haussière. Quand on passe
du simple au double sur les capis au-delà de 20 milliards. Donc effectivement, pour l'instant, il faut être pragmatique et pour l'instant, encore une fois, les marchés ne baissent pas, on reste investi, on se pose la question pas sur le combien mais sur le comment. Donc on essaye d'adapter nos stratégies et nos poids par rapport aussi à ça et en restant sur les ultra large cap. Après, on parlait énormément de dispersion sectorielle. C'est le cas, les grands écarts. Alors effectivement, L'Oréal et Estée Lauder, on en a énormément parlé parce que le -20 d'Estée Lauder, c'était quand même sanglant. Mais il y en a d'autres. Dans la tech, ASML, par exemple, Nvidia versus Besi ou Nordic Semiconductor, c'est deux histoires différentes, deux guerres différentes. Dans l'auto, on en parlait tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc, être investi, déjà, il faut être globalement sur tous les mêmes secteurs et idéalement avoir quand même les leaders sectoriels, essayer d'éviter ce genre d'histoire. Et ça nous amène vers les grosses capitalisations. Il y a plus de visibilité, où il y a du cash qui est rémunéré, où il y a possibilité de faire des acquisitions. On est revenu sur les GAFAM. Voilà, moi qui étais Team Europe, ça y est, on est revenu. Enfin, ça y est, oui. on a pris le train en marche avec plutôt des préférences pour des Microsoft, Apple et Nvidia. Mais voilà, on y va progressivement. Et encore une fois, tant que le marché tient, on reste pragmatique et on essaiera d'être un maximum agile si on devait avoir des signaux de retournement. Étienne, on arrive à la mi-mai, du coup. Non, mais vous avez commencé par nous dire, attention, il y a un risque de bon gros sell in mai. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ça pourrait se matérialiser maintenant aussi vite avec toutes les forces de rappel qu'on vient de mettre sur la table ? Encore une fois, on est à la croisée des chemins sur plein de sujets. La vol est pas chère. S'il y a un actif que je trouve pas cher, je trouve que les taux souverains sont relativement chers en ce moment parce qu'ils price un peu de peur de récession, la peur des faillites bancaires, etc. Le crédit, je trouve qu'on est mal rémunéré sur le risque. Ouais. J'aurais probablement la même, j'ai la même vue sur le marché action. Le seul endroit, je trouve, qui est pas cher, c'est la vol. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que je raisonne très tactique et je suis extrêmement influencé par les actions des banques centrales, l'impact de la liquidité sur le MSCI Monde. Et là, on est en train de passer finalement, et ça marche plutôt extrêmement bien, c'est que dès qu'on est passé en quantitative easing, et c'est la Banque du Japon qui a commencé, les autres ont suivi et on s'est retrouvé avec des marchés qui montaient, peu importe les nouvelles. Ce qui est intéressant, et donc on est à une croisée des chemins, parce que ce qui est intéressant, c'est que les marchés ont quand même pas mal progressé. On ne peut pas dire que les nouvelles aient foncièrement changé. L'inflation est toujours à un niveau extrêmement relativement élevé et super stable. Ça fait 5 mois d'affilée qu'on est à peu près au même niveau maintenant aux États-Unis. Ouais. En Europe, on remonte légèrement. Les salaires commencent à réaccélérer. Enfin, on est quand même à la croisée de beaucoup de chemins. Et les prix me semblent plutôt riches. Et donc, on disait, on souffre. Enfin, c'est des prix qui souffrent pas le moindre décalage, erreur de parcours, grain de sable. Et donc etc. retrait de liquidité à ce moment-là, marché probablement un peu moins liquide. Je me dis attendons, surtout qu'il y a encore une fois, il y a des alternatives. S'il n'y avait pas d'alternatives, ce serait compliqué. Et probablement que j'aurais eu une vue beaucoup plus stratégique. Mais moi, ça me dérange pas d'attendre quelques mois à du 5-6 en attendant de trouver une autre belle affaire. Est-ce que vous avez envie d'acheter un T-Bills un mois aux États-Unis qui doit, je sais pas, offrir un rendement de 5,5%? Alors c'est une bonne. Si je vous pose la question, c'est parce que ça tombe au moment du plafond de la dette. Et je crois que c'est Bill Gross qui a dit, le roi des obligations, ancien roi des obligations, il a dit il faut y aller. Ouais, mais alors au fond de moi, je pense qu'il faut y aller. Simplement, j'observerai 2 ou 3 choses. La première, c'est que c'est quand même difficile d'imaginer qu'on joue sur une grenade. Enfin, c'est une énorme grenade et entre les républicains et les démocrates, on n'a qu'à dégoupiller, on verra bien ce qui se passe. C'est pas comme ça qu'on raisonne. La dernière fois qu'ils ont joué à ça, faut quand même pas oublier que ça s'est résolu 2 jours avant une faillite potentielle. Ça, c'était en 2011. Ce que j'observe depuis, c'est que les discussions sont très fortement polarisées entre les 2 partis et particulièrement à l'intérieur du parti républicain. Après, ce que j'observe également, et c'est pour ça que j'aurais tendance, moi, à dire oui, probablement qu'il faut y aller, c'est qu'il y a quand même un garde-fou qui sont ceux qui financent les républicains. Le vrai sujet, je pense, c'est les républicains. Et ceux qui financent les républicains, donc les belles grandes boîtes américaines, les grands donateurs, comme on les appelle, les Koch Industries, qui vont leur dire écoutez, oui. vous jouez pas avec toute l'économie américaine. Il y a un moment, il faut trouver une solution. Donc c'est Corporate America qui ramènera la raison au Congrès. Je pense que le drapeau Corporate America va revenir à la charge et tout va rentrer probablement dans l'ordre. Bon.
On verra bien, on est rentré dans une séquence folklorique. Je pense qu'on va avoir 2-3 séquences un peu... Ah oui. Un peu rock'n'roll. Mais, ça va pas être linéaire, je suis d'accord. C'est le folklore, mais 2011, ça coûte quand même, je sais pas, 10% au S&P 500, le AAA aux États-Unis, etc. Enfin, il y a quand même un coût, quoi. 2011, ils ont fermé l'administration, Oui, il y a eu shutdown pendant je sais pas combien de semaines, effectivement. Mais j'ai jamais entendu autant parler de l'article 14. Oui. Le fameux article qui dit on peut contourner le vote du Congrès. J'avoue que dans les recherches Google, je me dis, mais est-ce qu'ils tenteraient ça? La pièce de platine aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Exactement. On verra. En tout cas, le calendrier est assez serré quand même, avec la date du 1er juin, qui est la date à partir du moment où le Trésor américain commencera à souffrir et sera obligé de mettre en place des mesures correctives. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sandra Serva, Ports en Part, Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management, Étienne Gorgeon, Sansao IS.